Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Caroline, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et juste avant de te laisser la parole, je fais comme d'habitude, présentation rapide depuis combien de temps on se connaît. On avait fait le calcul, 10 ans. Quelque chose comme ça, à peu près, on doit pas être loin de la bonne dizaine d'années. Dans les couloirs de Pigier, et puis après, par la suite, on a gardé contact et on a pas mal de points communs. On travaille depuis maintenant un peu plus d'1 an ensemble aussi sur des clients en commun. Et puis au détour d'un de tes posts LinkedIn, je me suis dit, mais chouette, je pense que j'ai trouvé l'idée et le sujet sur lequel j'ai envie de parler avec toi sur le podcast. Puis, je te laisserai te présenter, mais c'était aussi évident pour moi que j'avais envie de partager ce moment-là avec toi. Donc du coup, je vais peut-être te laisser te présenter, nous dire ce que tu as envie de nous dire sur toi, qui tu es, d'où tu viens. On a beaucoup de similitudes et de particularités communes dans nos parcours, donc je pense que les personnes qui me connaissent vont très vite voir de quoi on parle, mais du coup je te laisse te présenter, nous dire ce que tu as envie de nous dire sur toi. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Alors, en termes de présentation, c'est toujours difficile de faire court et de faire simple. On va dire que je suis... alors là où on a un parcours commun, c'est que, tout comme toi, je suis une ancienne RH opérationnelle. Et puis que depuis une dizaine d'années, donc ça fait 20 ans que j'exerce dans les RH, un peu plus, que depuis une dizaine d'années, je suis coach, consultante, formatrice, que j'accompagne notamment des managers avec une vraie passion pour le côté connaissance de soi, communication, fluidification des relations avec les autres. C'est sur tous ces aspects-là, et notamment, alors le sujet d'aujourd'hui, puisque du coup j'ai fait un peu de teasing, mais c'est le sujet notamment de l'hypersensibilité et de l'introversion. Tu avais fait un post il y a quelques semaines du coup qui m'avait interpellée, et je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur autant à titre personnel qu'auprès des personnes que tu peux être amenée à accompagner. Et j'ai trouvé le sujet suffisamment passionnant et intéressant aussi en miroir par rapport à ce que moi je peux aussi connaître de moi, et puis des accompagnements que je peux être amenée à faire aussi, en me disant ça peut vraiment intéresser beaucoup de personnes autour de nous. Et qu'est-ce qui fait que t'as posté ce post du coup initialement? Alors, ce qui fait que j'ai posté ce post, alors juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, on va parler aujourd'hui autant d'hypersensibilité que d'introversion. Grosso modo, on estime que à peu près 70% des hypersensibles sont introvertis, donc les tendances et les caractéristiques ont tendance à se rejoindre. Qu'est-ce qui fait que j'ai posté ce post-là? Plusieurs choses. D'abord, un avancement personnel. C'est que ma propre hypersensibilité et ma propre introversion sont ressorties sur ces derniers mois. Je considère comme un indispensable le fait de travailler sur soi. Ça m'est propre, j'attends pas forcément la même chose des autres, mais en tout cas pour moi c'est important. Et c'est quelque chose que je fais en permanence. Et cette année, le sujet est beaucoup ressorti pour moi, avec des choses à travailler dans des relationnels parfois pas simples, ce que je t'ai parfois entendu appeler des cadeaux mal emballés de la vie, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas volontairement forcément en confrontation, mais où tu te retrouves à bien chercher quelque chose chez toi et que tu as envie de creuser. Donc j'ai commencé je lis déjà beaucoup, mais j'ai commencé à orienter un peu mes lectures là-dessus. Et puis aussi, pour ce poste, toujours une envie de partage, une envie d'expliquer des choses. Je me suis rendu compte que très souvent sur LinkedIn, on a un peu soit le côté warrior, Wonder Woman, ou si au masculin bien sûr, mais ouais, je vais bien et tout va bien et la vie est merveilleuse et je suis trop fort ou trop forte. Soit le côté je vais vous raconter la pire erreur de ma vie. Mais j'avais envie juste de partager quelque chose qui soit un peu entre deux, finalement. Ce côté, on peut aller très bien et que ça soit pas toujours facile. Et non, l'hypersensibilité et l'introversion ne sont pas des maladies.
Et j'aime bien cette idée aussi de livrer ce témoignage-là, parce que peut-être j'ai mis quelques années à comprendre, hein, j'ai 43 ans, je suis pas sûre qu'à 25 ans j'aurais dit la même chose. Mais c'était important pour moi de le partager et puis de permettre aussi à des personnes qui pourraient se reconnaître dans ce message-là de s'identifier puis de se dire ah ouais, bah peut-être que c'est pas une maladie en fait, et peut-être que je suis pas toute seule. Oui, surtout si effectivement tu te rends compte que t'es pas seule sur ces ressentis-là, et puis notamment dans ta pratique de coach, formatrice, animatrice aussi, sur les personnes que tu es amenée à accompagner, te rendre compte que finalement ça touche un large panel et un type de public auquel on ne s'attend pas forcément d'ailleurs, des fois sous une carapace ou une manière de masquer. Et c'est effectivement un sujet aussi qui, moi je pense, qui parle à tout type accompagnement de manière large. Oui, et puis c'est même quelque chose, tu vois, qui a pu ressortir récemment dans les cours que je donne à la fac. Très récemment, pour l'anecdote, le bureau de mon ordinateur a dû apparaître sur l'écran pendant un cours. Il se trouve que je devais avoir un dossier autour de l'hypersensibilité, et j'ai un étudiant qui est venu me voir à ma pause et qui m'a dit Madame, voilà, je commence à me dire que je suis peut-être hypersensible, j'ai vu que vous aviez un dossier là-dessus, est-ce qu'on pourrait en parler? Il m'a demandé des références. Je lui ai envoyé des idées de livres, de personnes à suivre, etc. sur le sujet, puis on en a parlé aussi. Puis du coup, je fais attention maintenant dans l'animation de secours aussi à glisser parfois des petites choses qui peuvent éclairer, parce que je pense qu'il n'est pas le seul. Mais oui, c'est des choses qui peuvent ressortir en coaching. Tu parlais de personnes qui peuvent porter une armure vis-à-vis de ça. J'avoue que je vais souvent avoir plus de facilité à accompagner des personnes qui ont déjà plus ou moins accepté ce côté je suis comme ça. Pourquoi ? Parce que souvent les personnes qui se sont forgées une armure, alors je fais juste une toute petite parenthèse peut-être pour expliquer le pourquoi de cette armure, et peut-être qu'après j'expliquerai en 2 secondes ce qu'est l'hypersensibilité. Oui, tout à fait, ça peut être bien aussi, ouais, exactement. Ouais. Cette armure, elle se forge souvent, soit parce qu'on a reçu des messages parentaux ou des messages du monde qui nous entoure, soit parce qu'on a souffert du fait de cette hypersensibilité, et du coup on se retrouve à se blinder. Alors je dis on, je ne me sens pas concernée, mais les hypersensibles qui se sont blindés sont souvent des personnes effectivement où on a du mal extérieurement à détecter la sensibilité parce qu'il y a un blindage assez épais. Et c'est pas toujours simple parce que souvent ce sont des personnes qu'il est très difficile d'approcher sous l'angle de la sensibilité, justement parce que c'est un sujet que ces personnes ont décidé d'écarter de leur chemin. Et puis en plus, ce sont souvent des personnes qui elles-mêmes sont très allergiques aux hypersensibles qui ne sont pas sous armure. Parce que ça leur renvoie à quelque chose de très compliqué. Et c'est souvent les personnes qui vont être les plus dures avec les hypersensibles, qui sont un peu plus soit en acceptation, soit pas blindés. Parce que ça leur renvoie quelque chose qu'ils souhaitent esquiver. Donc c'est pas toujours évident. Tu voulais définir hypersensibilité peut-être, effectivement oui. C'est un bon point d'entrée. Ça peut être intéressant puisqu'on en parle depuis un quart d'heure. Alors, l'hypersensibilité, d'une part savoir que alors les psychologues et psychiatres commencent à tourner autour de définitions qui sont intéressantes. Pour faire simple, l'hypersensible, ça va être quelqu'un qui a plus souvent, plus fort, des ressentis émotionnels, qui va avoir des émotions fortes là où la plupart des gens auraient peu ou pas d'émotions, ou en tout cas chez qui ça passerait absolument inaperçu. Ça va se produire plus souvent, ça va se produire souvent de façon assez inopinée. Le propre d'un hypersensible, c'est ce côté, il s'est passé un truc, j'ai pas compris pourquoi, j'ai eu les larmes aux yeux, et voilà, et plus on vieillit, plus on comprend pourquoi on a eu les larmes aux yeux. Pour donner un exemple que j'expliquais l'autre jour sur une de mes stories Insta, ça va être ce moment où je suis assise dans un café, je suis en train de travailler tranquillement, on est dimanche matin, et je vois un monsieur assez âgé qui vient s'asseoir tout seul et qui prend un petit café et qui commande son déjeuner, je crois. Et où je commence à avoir les larmes aux yeux parce que l'hypersensible que je suis commence à disserter dans sa tête sans s'en rendre compte sur le fait qu'il est tout seul et que c'est peut-être affreux d'être tout seul et que peut-être il se sent très seul et que peut-être ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu quelqu'un et que du coup peut-être qu'il vient dans ce café pour voir du monde et que vraiment on vit dans un monde de merde et qu'à un moment donné quand même on pourrait s'occuper des personnes âgées. Et je finis avec la larme à l'œil, alors que si ça se trouve ce monsieur était très heureux d'être là, qu'il est peut-être très entouré ou pas et que c'est pas le sujet, mais simplement une situation totalement lambda va me mettre dans ce sentiment un petit peu compliqué. C'est quelque chose, pour repérer les hypersensibles, tu as aussi un indice qui est le rapport aux animaux. La personne qui typiquement est capable de fondre en larmes parce qu'on a tué le chien dans le film, alors qu'il y a eu 40 êtres humains morts avant dans le film, est
a de fortes chances d'avoir un rapport assez particulier aux animaux. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les enfants, mais quand ça se produit encore adulte, ça peut être un bon indice. Ok. Voilà, sur l'hypersensibilité, on retrouve beaucoup de facteurs. On retrouve aussi une hyperempathie, une forme de côté éponge, de contagion émotionnelle très forte qui va faire qu'on va être extrêmement sensible et que en voyant quelqu'un qui ne va pas bien ou qui au contraire est très joyeux, on va assez vite absorber ce qui se passe. Si justement on n'a pas l'armure dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et du coup, toi, t'estimes que tu t'es construit, pas construit, parce que quand tu t'en parles, est-ce que t'as réussi à enlever l'armure ou il n'y a pas eu d'armure particulièrement? Alors pour moi, il n'y a pas eu d'armure parce que je pense que il y a eu une forme d'armure mais différente de ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu une armure de conformisme. C'est-à-dire à un moment donné, comme beaucoup d'hypersensibles, ce que j'ai entendu étant enfant, pas forcément de mes parents d'ailleurs, qui étaient beaucoup plus tolérants que la plupart des gens qui m'entouraient sur le sujet. Ce qu'on entend souvent quand on est hypersensible depuis l'enfance, c'est ça n'est pas normal, c'est trop, ça dérange. On entend une forme d'anormalité, et même adulte, on peut très souvent te dire ah oui, c'est vrai, t'es hypersensible, comme si on disait ah oui, pardon, t'es allergique à ça, ou il y a quelque chose de très similaire. Donc je me suis construite pendant très longtemps avec l'idée que, bon bah des fois ça sortait, je pouvais pas faire autrement, mais que ça n'était pas normal, ça n'était pas bien, ça ne devait pas sortir. Donc avec finalement un côté je ne peux pas l'empêcher, je ne sais pas si j'ai pas su ou pas voulu mettre d'armure, ou tout simplement ça m'est peut-être même pas venu à l'esprit. Et en revanche peut-être une forme de culpabilité derrière, c'est l'exemple que je prends souvent, j'ai eu la larme à l'œil en comité de direction parce qu'on a eu une discussion un petit peu houleuse et vraiment je suis une inadaptée. Et à partir de quand quel a été ou quels ont été les déclencheurs qui t'ont fait t'intéresser à ce sujet-là? Alors, j'ai commencé à travailler sur moi vraiment aux alentours de la trentaine. J'avais commencé un petit peu à lire avant, par des livres, différents types de thérapies. Et puis petit à petit, j'ai fini par avoir des compréhensions. Et c'est vraiment sur les 4-5 dernières années que j'ai avancé là-dessus. Alors forcément, l'effet miroir des personnes que j'accompagnais venaient aussi alimenter ma réflexion. C'est-à-dire pendant longtemps, j'ai compris intellectuellement le phénomène, mais l'espèce de culpabilité restait. Cette idée d'anormalité du je suis un ovni, et forcément je suis un ovni puisque les autres autour de moi ne réagissent pas comme ça. Ce côté minoritaire, c'est quelque chose de très très frappant pour nous. Et au final, ces quelques dernières années, j'ai fini par apprendre, par comprendre au fil des lectures, des accompagnements. Je suis tombée aussi sur les bonnes personnes en termes d'accompagnement, je pense. Que non seulement ça n'était pas un défaut, quelque chose dont il fallait avoir honte, donc j'ai appris à le présenter au monde. C'est-à-dire oui, parfois je vais avoir la larme à l'œil et si je suis pas au 36e dessous, je suis capable de l'expliquer. Et puis j'ai appris aussi avec le temps à voir les avantages que ça avait, la force que ça donnait, et finalement à ne plus voir comme quelque chose à dissimuler, mais au contraire comme quelque chose que je pouvais afficher, et notamment en tant que coach et que formatrice, c'est quelque chose qui me sert énormément au quotidien. Ouais, donc en faire après une force, du coup, comme tu le décris, en fait, finalement, pour aussi pouvoir détecter et accompagner les personnes que tu as en coaching. Ouais. L'accompagnement des personnes qui vivent cette hypersensibilité, alors c'est pas forcément le sujet de l'accompagnement, mais c'est quelque chose qui va se présenter à un moment donné au cours de l'accompagnement. Et cet accompagnement, finalement, dans une première étape, c'est l'acceptation. C'est l'accueil de ça. C'est ce côté, oui, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu te dis que quelque chose ne va pas chez toi. C'est d'abord apprendre à lâcher prise, apprendre à accepter. Et c'était aussi l'objet de mon poste, c'était aussi apprendre que tu n'es pas tout seul. Et que non, le monde te renvoie une image d'anormalité, mais que non, on est très 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 nombreux. Et que tout va bien. Ouais. Et puis la suite de l'accompagnement, c'est effectivement comment le voir comme une force, comment pouvoir avancer, comment pouvoir s'en servir véritablement. Parce que je suis profondément persuadée qu'on peut s'en servir, pas forcément sur un mode utilitaire en se disant là je vais utiliser cet outil-là, mais qu'une fois qu'on a fait la paix avec, en fait, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que on vit dans un monde qui n'est pas fait de prime abord pour les hypersensibles, pour les introvertis. On vit dans un monde qui, particulièrement aujourd'hui, qui valorise particulièrement l'extraversion. Si je caricature un peu, je m'autorise cette caricature-là. On vit dans un monde où on valorise les TikTokers et les YouTubeurs. On est dans un monde où on valorise les clashs sur les plateaux de télé, les personnes qui aiment aller s'engueuler sur les plateaux de télé.
La personne un peu plus discrète, un peu plus observatrice, ce qui fait partie des talents des hypersensibles et des introvertis, qui vont analyser, qui vont prendre du recul, aujourd'hui c'est très peu valorisé. Y compris d'ailleurs dans le monde de l'entreprise, et y compris dans le monde que tu connais aussi bien que moi, ce qui est celui de l'enseignement supérieur. C'est pas forcément ça qu'on va mettre en avant. C'est vrai. Un vrai questionnement là aussi d'évolution de la société, de l'environnement et de ce qu'on attend, et de ce qui est bien vu ou bien perçu selon un modèle, une norme qui finalement a été mis certainement en place par des extravertis, très certainement. Alors, j'ai lu très récemment un livre qui s'appelle La force des discrets de Susan Cain, qui est une autrice qui justement est allée chercher le pourquoi. Pourquoi cet idéal extraverti est né, pourquoi cet idéal, et notamment aux États-Unis et dans la plupart des pays occidentaux, alors, ce qui n'est pas du tout le cas des pays asiatiques par exemple, cet idéal de la personne qui va relationner tout le temps, qui va vers les autres, qui n'a aucune difficulté à prendre la parole, etc. Pourquoi c'est devenu un idéal et comment on peut relativiser un peu cet élément. Et tu sais, je parlais de la formation de l'enseignement supérieur, moi-même, c'est un point de réflexion, c'est-à-dire que à la fois je vais avoir une forme d'indulgence, de bienveillance, d'attention à ne pas aller mettre mal à l'aise des étudiants qui seraient hypersensibles, introvertis ou d'ailleurs toute autre forme de neuroatypisme quel qu'il soit, et à la fois dans la façon dont j'évalue, parce que c'est ce qu'on nous demande très souvent. Il va y avoir des oraux, il va y avoir la capacité à débattre, à argumenter, etc. Et finalement, une bonne part des notations va intervenir sur des travaux qui ont tendance à favoriser les personnes plus extraverties ou qui... Attention, les hypersensibles peuvent très bien prendre la parole et être à l'aise pour prendre la parole, mais c'est pas forcément ce vers quoi elles vont très spontanément. Ok. C'est vrai que sur les grilles d'évaluation, quand tu regardes au niveau enseignement supérieur, on est clairement sur des critères plus orientés extraversion qu'introversion. Et quand tu as préparé, du coup, je sais que tu as pris des petites notes, tu as préparé le sujet pour aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui te semblent justement importantes à partager, des éléments qu'on n'aurait pas encore abordés et sur lesquels tu te dis ouais, ça peut être intéressant d'ouvrir Alors, le débat, c'est peut-être un peu large, mais en tout cas au moins poser le sujet. Alors, effectivement, j'ai des notes, mais j'en ai pris tellement que forcément. J'ai envie de dire que... Comment je peux le dire ? Que d'abord, il faut, à mon sens... J'allais dire, il faut tout pour faire un monde. Mais ouais, ça marche. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous présente un modèle qui, même si la société évolue, notamment la jeune génération, celle qui arrive là, va vraiment pousser à l'individualisation, à l'acceptation de ce que tu es. On nous vend un modèle, et dans le livre dont je parlais tout à l'heure notamment, on nous parle dans un même mouvement de Martin Luther King et de Rosa Parks, expliquant qu'ils avaient des personnalités très différentes, qu'ils ont eu des rôles très différents dans l'histoire, qu'ils ont travaillé ensemble, mais que si on n'avait que des Martin Luther King ou que des Rosa Parks dans le monde, ce mouvement n'aurait mené à rien, et le monde serait totalement invivable si on avait que des personnes très extraverties et avec une empathie assez faible, tout comme il serait totalement invivable si on n'avait que des hypersensibles, probablement. Donc d'abord, ce qui me semble important, c'est effectivement la nécessité d'avoir un peu de tout pour contrebalancer les travers des uns et des autres. Et je dis travers avec beaucoup de bienveillance. D'une part. Et puis, moi j'ai même envie d'aller plus loin par rapport à l'hypersensibilité, et ça je l'ai compris très récemment. C'est que dans le monde de l'entreprise, l'hypersensibilité va avoir tendance à déranger. Parce que le consensus dans l'entreprise, et qui est un consensus social pour faire que tout le monde fonctionne, et c'est des choses qu'on retrouve très bien notamment dans les livres de Christelle Petit-Colin par exemple, c'est cette idée qu'on n'a pas le choix. Il faut une forme d'équilibre, et cet équilibre souvent exclut le débordement émotionnel. Donc, très souvent, les hypersensibles dans le monde de l'entreprise vont venir gêner. Alors que je pense qu'au contraire, je ne vais pas dire que l'hypersensible devrait devenir le maître étalon en entreprise, mais en fait, l'hypersensible, c'est celui qui n'a pas la capacité de mettre le masque et de dire c'est ok pour moi et c'est pas grave. Et donc, si on voulait arriver à des entreprises plus humaines, avec une collaboration plus bienveillante, avec une façon de faire qui soit ok pour l'immense majorité d'entre nous, au lieu de se dire il ou elle est chiant parce que décidément encore, j'en sais rien, il a pris la mouche, il a pleuré, elle s'est énervée, si on se disait ah, ok,
oui, peut-être que j'estime que là, sa réaction, c'est trop, parce que oui, nos réactions sont plus fortes que la moyenne. Mais par contre, c'est quand même un indicateur que là, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait et que c'était pas ok ce que j'ai dit. Je pense que ça nous permettrait aussi de réviser nos comportements à tous. Et de se dire, bah ouais, peut-être que par facilité, je prends moins de pincettes parce que je suis habituée à ce que tout le monde trouve ça normal, qu'il en souffre ou pas. Et bah peut-être que avoir des hypersensibles dans l'équipe ou dans l'entreprise et entendre ce qu'ils disent, ça serait intéressant pour justement se dire, on a envie d'être à un haut niveau de relationnel et de respect relationnel. Oui, ça peut être chiant au quotidien, ça va demander plus de recul, mais tu vois, je trouve qu'il devrait y avoir quelque chose au contraire de se dire, pas de dire ça devrait être nous la règle. Non, mais d'être plus en mode de dire ça a du sens en fait. Ouais. C'est pas anodin si la personne a réagi ou surréagi, si on prend le langage extérieur qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, mais plutôt le prendre comme un point d'alerte, de vigilance aussi et l'intégrer dans le champ des réactions possibles. Bah, tu vois, parfois je compare l'hypersensibilité à un détecteur de fumée. Le détecteur de fumée, pour la moyenne des gens, est réglé sur une fumée relativement épaisse et présente. Nous, il va suffire d'une petite fumée dans la pièce d'à côté pour qu'il se déclenche. Et donc finalement, on prévient plus tôt que quelque chose ne va pas. Plus tôt, plus vite, plus fort en général. Ouais. Et c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ta métaphore est intéressante. En tout cas, elle permet de bien visualiser sur cet aspect-là. Avant que je passe aux questions plus classiques du podcast, est-ce que tu as autre chose qui te semble important justement ou que tu as envie de partager avec nous sur ce sujet d'hypersensibilité ? J'ai envie juste de suggérer aux personnes qui se sont concernées, alors qu'elles se fassent accompagner ou pas, peu importe, mais de creuser le sujet et de lire sur le sujet, et notamment de lire des livres. J'en citerai un tout à l'heure que j'ai trouvé vraiment très très éclairant, mais je parlais de Christelle Petit-Colin, Fabrice Midal, j'ai lu récemment un livre de Laurent, je crois, Clerget, qui est psychiatre et qui a écrit sur les hypersensibles et la vie amoureuse. De lire parce que plus on lit, plus on comprend comment on fonctionne. Et tu vois, typiquement, je pensais plutôt bien connaître le sujet. Et notamment, je lisais le livre que j'ai là entre les mains, Fort comme un hypersensible, de Maurice Barthélémy, et Charlotte Vils, qui est la psychologue qui a écrit le livre avec lui, qui vient compléter ses analyses. Ce livre-là, de Maurice Barthélémy, c'est un livre qui a été écrit comme un « je vous raconte ma vie ». De ce fait-là, je l'ai trouvé très puissant parce que il ne vient pas nous expliquer pas à pas ce qu'est l'hypersensibilité, il nous raconte juste ses voyages, son enfance, ses rencontres, sa vie de couple. Et l'identification dans les livres, je trouvais très puissante. Et ça vient accentuer ce côté dont on parlait du non, je suis pas si bizarre que ça. Il y a même des gens qui écrivent des livres qui sont comme moi. Et notamment, je le disais, je pensais très bien connaître le sujet. Et en lisant son livre, je suis tombée sur un passage où il parlait de la résilience. Et du fait que, paradoxalement, pour ce qu'on peut en imaginer, les hypersensibles ont tendance à être plus résilients que la moyenne. C'est-à-dire à vivre plus fort la déconvenue, la désillusion, le moment douloureux. Et en revanche, à s'en relever plus vite et plus souvent. Effectivement, en le lisant, ça m'a sauté aux yeux. C'est souvent quelque chose qui est très perturbant pour les gens qui entourent les hypersensibles, c'est que quand le moment douloureux est vécu, on a l'impression que la personne ne va pas se relever. Elle le vit souvent d'une force qui est incompréhensible pour les personnes autour. Et finalement, un jour, on la voit, on comprend pas pourquoi, elle est debout, et elle est en mode « Non mais c'est bon, c'est fini !» Et c'est sincère. Ça n'est pas un « je suis dans le déni », ça n'est pas un « je ne veux plus en parler ». C'est vraiment un « c'est fini, c'est bon, j'ai fait le travail que j'avais à faire, puisque mes émotions, je les ai vécues à fond. Et du coup, c'est terminé, je vais bien, je peux passer à la suite. » Et ça fait, à mon sens, partie des qualités dont souvent les hypersensibles ne se rendent pas compte. Et je trouve très intéressant de lire des livres qui en parlent. Ok, ouais, super. Cette capacité en fait à vivre pleinement, quitte à ce que ce soit douloureux, long, ou en tout cas perçu par l'extérieur comme étant là encore quelque chose de pas normal ou pas classique, et finalement de pouvoir se dire à un moment, ça y est, c'est bon, c'est traité, et sujet suivant, quoi. De sombrer potentiellement assez bas, j'allais dire d'accepter, mais c'est j'ai envie de dire, c'est pas comme si on avait le choix. Oui. Parce que, et c'est peut-être juste le dernier point que j'ai vraiment envie de préciser avant tes questions, effectivement. Souvent, tu as des gens qui disent aux hypersensibles, mais c'est pas grave, mais arrête, c'est pas la peine de pleurer. Alors déjà, aux gens qui ne sont pas hypersensibles, ça sert pas à grand chose de dire ça, parce que si quelqu'un est en train de pleurer, c'est qu'il a quelque chose à sortir. Mais si on pouvait ne pas être comme ça pendant au moins les 20 premières années de leur vie,
tous les hypersensibles ne rêvent que d'être dans la norme. Donc si on pouvait le faire, on le ferait. Si on pouvait ne pas pleurer devant ce film, ne pas s'énerver, parce que je prends beaucoup l'exemple de la tristesse, mais ça vaut pour toutes les émotions. Pour toutes les émotions qui sont décuplées, on le ferait. Donc je comprends complètement que pour l'entourage d'un hypersensible, ça soit extrêmement compliqué d'entendre, mais je comprends pas avec ce qui se passe. Et il y a cette idée de la personne ne fait pas d'effort. Et j'ai juste envie de dire, je comprends totalement que ce soit incompréhensible pour l'entourage. Plus on fréquente un hypersensible, et plus on l'entend, et plus on l'écoute, et plus on comprend comment ça marche. Mais juste peut-être se dire, s'il pouvait faire autrement, il le ferait. Que c'est pas non plus un choix, c'est surtout une nécessité de le vivre comme ça, en tout cas de passer par ces étapes-là pour pouvoir... Et que c'est pas un caprice, et que c'est pas une exagération, et que ça n'est pas, comme je l'ai parfois entendu, une volonté de se faire remarquer. Parce que parfois les gens projettent sur la personne qui se met dans un état pas possible cette idée soit elle cherche à apitoyer, soit elle cherche à se faire remarquer, soit... C'est pas la volonté, en tout cas, la volonté première. Ok. Avec le livre, t'as répondu à la question du livre du moment, C'était celui-là dont tu voulais... Ouais, Fort comme un hypersensible, qui est un petit livre de poche qui se lit très bien, et vraiment, c'est... pour le coup, j'en ai vraiment lu pas mal ces temps-ci, et c'est un vrai coup de cœur. Ouais, tu t'en avais parlé notamment sur une de tes stories Insta, et puis du coup, effectivement, c'est le livre qui t'est venu en tête quand t'as préparé en amont, donc ça semblait être évident d'en parler. Une des questions rituelles, c'est qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi? Quand on parle d'alignement, qu'est-ce que tu mets derrière? Si tu mets quelque chose derrière. Être aligné, pour moi, c'est un objectif. Au sens où ce que je mets derrière, c'est à la fois une forme d'authenticité, une façon d'être bien avec soi, une façon d'être juste avec soi aussi. Et quand je dis que c'est un objectif, c'est que je suis pas sûre qu'on puisse l'être en permanence. Ça peut être une ligne directrice de vie, et des fois on va être très aligné avec ce qu'on pense. Et puis des fois on va rentrer chez soi le soir et se rendre compte que non, en fait non. Et c'est ok. Et quand on est hypersensible, je le précise, on a très souvent ce raisonnement en deux temps, je vis le truc et je me rends pas compte et je réalise après coup. D'accord, avec le temps, la prise de conscience après. C'est ça. Donc plutôt un objectif et se dire, c'est pas tout le temps, mais c'est le plus souvent possible ou... Ouais, c'est le plus souvent possible, et puis ça se travaille, et se dire qu'est-ce qui fait que j'ai pas été alignée? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que j'ai pas perçu ce qui se passait avec cette personne? Est-ce que j'ai pas perçu ce qui se passait dans ce moment? Est-ce que là j'y suis allée parce que je suis enthousiaste sur plein de trucs et j'aurais pu voir dès le départ que c'était pas pour moi, par exemple? Tu vois, ça peut être des choses de cet ordre-là. Mais l'alignement, c'est confortable. C'est très agréable, en général on se sent bien, on économise de l'énergie, on se sent bien dans ses baskets. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné ou que tu donnerais pour être soi-même? Là aussi, vaste sujet. Pour être... j'ai envie de répondre en mode philo que... Est-ce qu'on peut être autre chose que soi-même, d'ailleurs? mais si j'essaye vraiment de répondre à ta question sans la dévier... Tu peux la dévier aussi, ça va. Non, mais ce que je dis tout le temps aux personnes que j'accompagne, c'est que pour moi, il y a une forme d'indulgence à avoir vis-à-vis de soi. Il y a une forme d'indulgence, et que souvent, là où on n'arrive pas à être soi-même, c'est qu'on cherche toujours à atteindre autre chose. Physiquement, mentalement, on cherche à... Souvent, parce qu'on a des retours aussi dans ce sens-là, de je devrais être plus ça, moins ça, mais ça va de je devrais être plus mince, je devrais être moins râleur. Ce que je conseille comme première étape, avant de chercher à changer quoi que ce soit, c'est l'observation. Tu parlais d'alignement juste avant, à quel moment je suis bien, à quel moment je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, où tiens, là j'aurais peut-être pu faire différemment. Et de se laisser vraiment, mais ce temps de l'observation, quand je dis ça, ça peut être un jour, comme ça peut être un mois, comme ça peut être un an. Et souvent on commence à glisser des petits changements au fur et à mesure. Mais à un moment donné, tant que c'est d'observer ce qui se passe, et puis surtout de ne pas céder aux multiples et nombreuses sirènes du développement personnel actuel. Je trouve qu'il y a énormément de choses très bien dans le secteur du développement personnel. Il y a plein de livres passionnants, mais il y a quand même un message qui est compliqué autour de ça, qui est toujours cette espèce de je ne suis pas assez, ou je devrais chercher à évoluer. J'ai un post en préparation depuis longtemps, et je pense que je le ferai un jour, qui est
Je ne suis pas un projet d'amélioration continue. Oui, si quelque chose me dérange, que je travaille dessus, c'est très bien. Si j'ai observé, que j'ai regardé, etc. Mais cette espèce d'idée du je devrais en permanence avoir 3 objectifs d'amélioration de moi-même, non. Donc plutôt, effectivement, s'il y a un sujet, oui, pourquoi pas, si ça m'intéresse, si j'ai envie de le travailler, et pas une obligation ou une injonction en fait de la société à devoir tout le temps être en chantier permanent d'amélioration continue et prendre ce temps-là. Oui, avec cette idée du finalement, j'ai pas de compte à rendre, à part si mon comportement pose problème à quelqu'un. Et à ce moment-là, il y a un sujet à traiter. Si c'est pas le cas, la connaissance de soi, l'acceptation de soi, être soi-même, c'est de soi à soi en fait. Entre moi et moi, c'est entre moi et mon miroir, et il y a des moments où je vais avoir envie d'avancer, des moments où c'est pas le moment, des moments où je vais aller voir quelqu'un pour avancer, des moments où un bouquin va me suffire, et des moments où la solution pour être moi-même, ça va être des fois d'aller me balader en forêt toute seule, et c'est ok. Être à l'écoute de ses propres besoins aussi en fonction de l'état où on est et de ce qui est nécessaire pour soi. Ok, merci pour ce bon conseil. Question du réseau, c'est aussi une question que je pose régulièrement. Comment est-ce que tu entretiens ton réseau et comment tu définis ton réseau d'ailleurs? Quelle définition t'en donnes? Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec quelqu'un avec qui on a fait une soirée crêpe il y a pas longtemps, on covoiturait. Et où on se disait, mais en fait, moi aujourd'hui je suis à un stade où je ne travaille quasiment qu'avec des gens avec qui je pourrais partir en week-end. J'exagère un tout petit peu en disant ça, bien sûr, parce que je ne partirai pas en week-end avec tous mes clients d'ailleurs. Désolée si j'en déçois certains, hein, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, je me suis inscrite à tous les réseaux possibles et imaginables. CGPME à l'époque, des réseaux féminins, etc. Jusqu'à me rendre compte que faire du réseau comme ça quand on est introverti, c'est juste un enfer. C'est juste un enfer, et je te confirme que ça ne sert à rien, que je n'ai revu personne de cette époque-là. C'est une année blanche là-dessus. Et j'avais lu d'ailleurs un livre qui s'appelle Comment développer son réseau quand on déteste réseauter ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Qui a été écrit par une américaine très introvertie et qui explique que non, elle fait du réseau différemment. Moi, je suis profondément convaincue de la force du réseau par affinité, voilà, à un moment donné on est amené à travailler avec quelqu'un et il se trouve qu'on a une affinité, donc on va rester en contact, et finalement c'est ce qu'on a fait toi et moi pendant longtemps, parce que les premières années on n'a pas travaillé ensemble, simplement on restait en lien, on restait en contact, et puis quand l'occasion se présente, et puis parce que ce réseau-là va s'alimenter. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dans ton réseau, alors forcément, il est plus petit en taille qu'un réseau de quelqu'un qui aime réseauter et qui va être doué pour ça. Une fois que tu as un certain nombre de personnes dans ton réseau qui te connaissent, qui ont confiance en toi, j'ai envie de dire, tu me demandais la définition de mon réseau, un réseau de cœur, presque. Et j'ose le dire, même si même quand on parle d'un réseau professionnel, ces personnes-là vont aussi te recommander auprès d'autres, etc. Et ça va te permettre de développer ton réseau, mais ouais, le réseautage pur, j'y crois assez peu. Il y a des gens qui font ça extrêmement bien, mais en tout cas c'est pas pour moi. Ouais, c'était plus sur effectivement le côté cœur, affect, en tout cas sur des affinités qui se font et qui permettent dans la durée et dans le temps là aussi de perdurer. Et puis le côté authenticité, c'est-à-dire qu'on peut développer son réseau aussi en écrivant à quelqu'un sur LinkedIn parce qu'un post nous a touchés. Oui, c'est vrai. Et là, suite à mes derniers posts, j'ai eu des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont raconté un petit peu ce qu'elles vivaient et en quoi ça les touchait. Et ce côté qui fait écho va faire que la personne qu'un lien peut se créer, qu'un échange réel peut se créer, et très sincère et potentiellement très affectueux aussi. Et c'est l'avantage des hypersensibles, on n'a pas peur de mettre de l'affect dans la relation. Oui, tout à fait. Du coup, pour peu que tu t'adresses à un hypersensible de l'autre côté du clavier aussi. Alors, on va pas se le cacher, y a un petit effet aimant, mais parce qu'on se comprend entre hypersensibles. Entre hypersensibles, justement parce qu'on sent assez vite qu'on a des repères communs, donc il y a quelque chose qui se passe. Des connexions qui se jouent et qui se passent. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a un sujet qui te semblerait pertinent qu'on traite dans la continuité de ce podcast? Alors soit toutes les deux parce que le sujet là t'es venu en tête, ou peut-être avec d'autres personnes pour enrichir et compléter ce sujet de l'hypersensibilité et de l'introversion. Alors, pas forcément un sujet. Moi, j'aurais presque envie, tu vois, de traiter les tares supposés et
mais là on parle de l'hypersensibilité de l'introversion, mais tous ces sujets du non, c'est pas une maladie en fait. Ah oui, d'accord, de manière en parler. Là on parle de ça, mais il y a plein de traits qui me concernent même pas forcément, j'imagine, qu'il pourrait être intéressant d'aborder sur ce qui est classé très souvent dans la catégorie défaut. En fait, je réfléchis à voix haute, mais au-delà de la question bateau du recrutement, de quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités, ce côté, en quoi ce qui peut être considéré comme un défaut peut être a forcément son pendant côté qualité. Et tu vois, on parlait de l'acceptation de soi tout à l'heure. C'est très large, mais ça fait partie des sujets qui m'intéressent. Why not, hein, pourquoi pas, au contraire. Et avant qu'on termine l'enregistrement, est-ce qu'il y a un autre sujet, un autre thème ou un complément d'infos qui te semble important de livrer à nos auditeurs et auditrices? S'il s'agit plus ou moins d'arriver à la conclusion, moi j'ai tendance à considérer que deux thématiques vont ensemble et vivraient dans un monde plus beau et plus juste si on les retrouvait un peu partout. C'est la connaissance de soi et la compréhension de l'autre. C'est à un moment donné, j'ai tendance à considérer la connaissance de soi comme de l'hygiène relationnelle. C'est-à-dire, je bosse sur moi, je fais ma part, je vais pas faire ta part, ça c'est ton boulot. Mais plus je me connaîtrai, plus je serai capable de t'expliquer, de poser sur la table ce qui se passe pour moi, de le dire de façon calme parce que je me connais et que je suis apaisée. Et plus la relation, si tu es ok de l'autre côté, va s'apaiser. Et je suis profondément persuadée que c'est chacun en faisant sa petite part de travail sur soi et sa petite part de comment je rentre en lien avec les autres et qu'est-ce qui se passe quand je rentre en lien avec les autres, que... sans dire qu'on va changer le monde, hein. Je ne peux pas te dire qu'en sans ça, il n'y aura plus de guerre demain. Non, ça se saurait. Voilà. Je ne suis pas sûre d'être capable de convaincre Vladimir Poutine de travailler à la connaissance de soi et à son rapport à l'autre. Mais j'aurais tendance à considérer que ce sont deux indispensables. Connaître soi-même en faisant sa part de job, mais tout en restant connecté à l'autre, mais en faisant sa partie de travail sur soi. Et bah écoute, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. C'était chouette de pouvoir enregistrer aussi notre échange. Je mettrai en lien ton LinkedIn, ton site internet aussi, on peut retrouver ta chaîne de podcast. Tu as aussi une chaîne de podcast avec des épisodes sur notamment des thématiques qu'on retrouve beaucoup en RH aussi, qui tiennent aussi à cœur. Oui, puisque les deux premiers épisodes portent sur la connaissance de soi et l'empathie, donc on n'est pas très loin de ce dont on a parlé aujourd'hui. Il me semblait bien qu'on était pas loin. Et pour que les personnes puissent aussi, pourquoi pas, te faire un coucou, te suivre sur LinkedIn, ou Insta d'ailleurs, parce que tu postes régulièrement sur les deux réseaux, avec un côté perception des RH, mais pas que, aussi de manière plus globale sur des réflexions, je vais dire philosophiques et de vie, hein. Philosophico-sociétales, on va dire voilà, ça comme ça. Ça résume bien. Ça résume bien. C'est vrai qu'Insta en story, tu retrouves en parallèle de LinkedIn, parce que les posts sont à peu près les mêmes des deux côtés, tout le côté coulisses, avec effectivement des choses qui touchent à l'écologie, aux droits des femmes, aux droits des animaux, à ce genre de choses, et effectivement donc des choses beaucoup plus sociétales, et plein de réflexions sur le monde des RH, le monde du travail. Un vaste sujet, mais au fil de l'eau, exactement. Et merci encore de ton temps et de ta disponibilité. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.